Bonsoir, nous sommes le lundi 21 septembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal d'information locale. On commence tout de suite avec les titres de notre actualité. Retour sur la mobilisation nationale des élus contre la diminution des dotations accordées par l'État. Nous étions à Poissy samedi où se trouvaient députés, sénateurs et maires. Tous craignent pour l'avenir des communes. En plateau avec nous Jean-Michel Fourgous, maire Les Républicains d'Elancourt et premier vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Journée mondiale autour de la maladie d'Alzheimer, c'est aujourd'hui. En France, 850 000 à 900 000 personnes seraient touchées. Nous en parlerons avec Jacqueline Louette, responsable de France Alzheimer Saint-Quentin-en-Yvelines. Et enfin, le bilan des journées du patrimoine. Les visiteurs se sont rués à Versailles et à Saint-Quentin. Focus sur le potager du roi et le fort de Saint-Cyr où nous nous sommes rendus ce week-end. Et un mot de religion tout d'abord, la fête de l'Aïd El-Kébir, fête du sacrifice, se déroulera ce jeudi. Elle marquera la fin du pèlerinage sur les lieux saints de l'islam et permettra de commémorer la soumission d'Abraham à son Dieu. Afin de répondre à la demande de la communauté musulmane, un abattoir mobile a une nouvelle fois été installé à Trappes. Près de 70 moutons par heure seront sacrifiés. Samedi matin, le marché au vif a permis aux croyants de choisir leurs animaux. Et nouveauté cette année, la possibilité de réserver sa bête à l'avance via un site internet. Les précisions au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Je savais que je serais occupé pour écurer du monde, des queues énormes pour venir le choisir ensuite. Bon, il se peut qu'on soit occupé à un rendez-vous ou autre chose. Donc j'ai préféré, vu que c'était une proposition sur Internet, j'ai préféré le choisir sur Internet. On a accès, voilà, c'est un site de confiance, on a confiance avec ces gens-là, l'éleveur, les organisateurs. Et nous poursuivons avec de la politique. L'appel du 19 septembre a été largement entendu. Ce samedi, dans toute la France, des centaines de maires ont manifesté contre la baisse des dotations de l'État allouées aux collectivités locales. Dans les Yvelines, un rassemblement a eu lieu à Poissy. De nombreux élus, principalement de droite, étaient présents pour réclamer une révision du calendrier des baisses de dotations. Les municipalités souhaitent également plus de souplesse concernant l'effort financier qui leur est demandé. William L. et Patrick Jacques de Dixmude. L'État français a le devoir d'entendre et d'écouter les maires de France qui lui demandent unanimement un étalement de la baisse de la DGF pour sauver nos communes. Ils étaient plusieurs dizaines d'élus à avoir répondu présent ce samedi à Poissy à l'appel de la mobilisation de l'Association des maires de France. Au cœur des revendications, la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales. L'association évoque un danger sans précédent qui pourrait conduire à une réduction ou même une disparition des services publics. Les maires veulent sensibiliser à la fois l'État et leur population. L'État pour dire il faut une autre méthode. La population pour dire attention. Soit il y aura des augmentations d'impôts, soit il y aura une baisse des services. C'est la réalité qu'il faut partager. Ce n'est pas qu'une affaire de relation entre les maires et l'État, c'est la réalité de la commune. Certains services vont être redéployés, vont baisser. On va essayer de faire mieux ou pareil à égalité de dépenses, voire à baisse de dépenses. Mais si, une fois ces économies faites, il n'y a pas d'autre solution que la hausse d'impôts, nous serons obligés d'augmenter les impôts. Cette décision de l'État de réduire de 30% les fonds alloués aux collectivités locales impacte nécessairement leur fonctionnement. Sur la commune de Poissy, la dotation de 6 400 000 € en 2014 passera à 4 800 000 € en 2015. La ville de Plaisir, quant à elle, enregistre une baisse de 1 million d'euros. Nous sommes dans une réflexion forte et nous verrons avec la population, avec effectivement les élus, pour voir comment nous allons avancer et faire des véritables choix, pas forcément dans l'augmentation, mais peut-être dans des suppressions de certains services. C'est l'État qui nous y impose. Une pétition lancée en ligne par l'Association des maires de France a déjà récolté plus de 36 000 signatures. Ces mesures impopulaires représenteraient d'ici à 2017 un manque à gagner de 15,8 milliards d'euros pour les communes. Et en plateau, pour en parler avec nous de cette baisse des dotations de l'État, Jean-Michel Fourgous, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes, je le rappelle, maire d'Elancourt et premier vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, première question, cette manifestation samedi à Poissy, ce rassemblement, c'est quand même une démonstration de force à 3 mois des élections régionales. C'est un moyen pour vous d'occuper le terrain également ? Non, je ne sais pas, mais il y a 3000 communes qui ne pourront peut-être pas payer leurs salariés à la fin de l'année. Donc en France, c'est grave, c'est la première fois, c'est inédit.
L'année prochaine, en 2016, il y aura un tiers des communes qui seront en situation aussi de gravité sur le plan financier. Enfin, c'est grave ce qui se passe. C'est un problème grave, mais on est dans un timing où justement oui, enfin, les élections approchent. Je ne sais pas. Le problème, il est que nous, on perd, je crois, 3 millions rien que sur cette dotation donc en quelques années, plus des nouvelles normes, comme par exemple les rythmes scolaires, qui est une fumisterie de première. On nous impose ça nous coûte 1 million en plus. Enfin, ça sert à rien. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que on leur dit de simplifier la vie des entreprises et des mairies. Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles normes toujours qu'on nous rajoute? Bon, donc voilà. En plus, on nous enlevait plusieurs millions de dotations. Même chose à la Casquie. La situation est très grave. Justement, j'aimerais juste revenir sur votre commune, cette baisse des dotations. Comment ça se manifeste concrètement pour que les téléspectateurs puissent comprendre vraiment les problèmes que vous avez à gérer et justement que votre commune rencontre vis-à-vis de cette baisse des dotations? Écoutez, sur 3 ans, je crois qu'on perd, rien que sur ce problème des dotations, 3 millions. Et en plus, on a les rythmes scolaires qui coûtent ça varie, entre 500 000 et 1 million d'euros, plus les augmentations obligatoires, on est dans une situation où il y a un effet ciseau, comme on dit, effet ciseau, entre les augmentations obligatoires et les baisses de dotation. Vous avez un effet ciseau sur une année de près de 3 millions. C'est très grave. Il faut bien vous dire que, regardez, je crois que le Conseil général ou départemental du Nord vient d'annoncer qu'il ne pourrait pas payer le RSA, ce qui est la principale dépense d'un conseil départemental, à partir du 1er octobre. Et il y a d'autres conseils départementaux qui sont dans cette situation. Enfin, c'est très grave ce qui se passe. Et en plus, le problème, c'est pas la chute des dotations, mais la chute des dotations, ce n'est qu'un effet. Au-delà, vous avez en haut, en fait, une équipe gouvernementale qui ne sait pas produire de la richesse. Donc nous revenons un petit peu sur le problème des régionales. C'est aussi un moyen. Je ne vois pas très bien ce que c'est avec la richesse. Simplement, de ne pas savoir produire la richesse. Enfin, il n'y a pas un seul chef d'entreprise dans le gouvernement. Les types sont en train de casser la croissance. Enfin, l'année dernière, en 2014, dernier bilan de l'année de croissance, on a 0,2. Le président Hollande avait promis 2%. Il fait 0,2 en 2014, c'est-à-dire 10% de l'objectif pour maintenir la France en équilibre. Alors forcément, les effets, c'est de la destruction de recettes sociales et fiscales pour l'État, pour les collectivités et pour les associations. Donc il faut bien comprendre que l'effet d'abord, c'est si vous cassez la croissance, vous cassez les recettes de l'État, si des nous collectivités revenions à la commune commune d'Elancourt, comment faites-vous justement, vous, par rapport à cette baisse des dotations, comment faites-vous pour votre budget pour faire des économies justement? On ne renouvelle pas les départs, on allège les effectifs, on réduit les tas de dépenses, mais notamment en termes qui faisaient la qualité du service. On réduit des services. Et surtout, et le plus grave, c'est que on a retiré 2 investissements importants, un de 5 millions sur un gymnase, un autre de 5 millions aussi sur la colline d'Elancourt, qui était un projet de 50 millions. Tout ça, ça tombe. Donc on fait chuter les investissements, on est obligé. Et donc ce qui fait chuter des entreprises. C'est grave. Dans le département des Yvelines, l'année dernière, il y a eu une augmentation de 40% des dépôts de bilan. C'est très grave, la situation. Est-ce que, par exemple, par rapport à la hausse des impôts, c'est quelque chose qui vous préoccupe? Vous allez peut-être l'impliquer sur votre commune? Écoutez, on sera certainement. Il ne faut pas faire de promesses aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez, moi, quand je vois les promesses de M. Hollande, je me dis qu'il faut s'interdire de prononcer ce mot-là. Maintenant, c'est dramatique. Je pense qu'on s'interdit rien. Simplement, on verra. Mais la situation, c'est soit vous baissez le service, soit vous baissez les qualités des services, soit vous en supprimez, soit vous supprimez des postes. De toute façon, soit vous faites baisser les investissements. Enfin, ce sont que des informations négatives, tout ça. Je veux dire, pourquoi casse-t-on c'est une véritable casse du service public français aujourd'hui. Et les impôts, justement, c'est une vraie préoccupation par rapport aux habitants, aux citoyens. Nous avons justement, nous sommes allés dans la commune de Maurepas et nous avons demandé à ces habitants s'ils craignaient justement cette augmentation. Je vous propose de regarder ce micro-trottoir. Petit problème technique, nous verrons justement ce micro-trottoir dans quelques secondes. Pour en revenir à Saint-Quentin-en-Yvelines, vous êtes également premier vice-président de l'agglomération. Là aussi, on doit faire des économies? C'est très grave, on perd il y a des projets qui sont suspendus. Plus de 10 millions, mais bien sûr, il y a des tas de projets. Lesquels, par exemple? Ne serait-ce que, d'abord, malheureusement, ceux qui subissent ce malheur, ce sont les associations, parce que je vous dis, ça tape le budget de l'État, des collectivités et des associations. Donc il faut bien voir que tout le monde est concerné. Alors bien sûr, on garde les choses les compétences les plus obligatoires, les plus importantes, mais il y a des secteurs comme la culture qui sont directement touchés. Enfin, je crois que l'année dernière, on a en France, on a
annulé plus d'une centaine de spectacles culturels. Donc c'est grave ce qui se passe. Si on peut plus soutenir la culture, c'est important la culture. Le sport aussi, bien sûr les départs de collaborateurs. Enfin, c'est inédit, cette situation d'abaissement du service public en France est inédite. Tout ça parce qu'il y a des gens qui voulaient le pouvoir, qui ne savent pas faire de la richesse, et ils sont en train de faire partir les entreprises, faire partir les capitaux, faire partir les talents. Bah oui, quand il n'y a plus de production de richesse, il y a moins de distribution. Et justement, on vous parlait à l'instant des impôts, on en parlait il y a quelques minutes. Le micro-trottoir est maintenant disponible. Je propose de le regarder. Nous avons demandé à des habitants de Morpas s'ils craignaient justement cette hausse des impôts. Regardez. Est-ce que vous craignez justement une augmentation des impôts locaux? Bien sûr, monsieur, c'est tout à fait normal parce que c'est pas extensible et automatiquement on en subira les conséquences. Il faut bien que les communes aient de l'argent, donc s'ils ont moins de subventions, ils vont augmenter les impôts. C'est A plus B. Non, je ne crains pas une augmentation des impôts. Par contre, je pense que c'est une diminution des investissements. S'il y a une baisse des dotations d'État, forcément, l'investissement risque de diminuer. Oui, forcément, on craint toujours une augmentation d'impôts dans ces cas-là. Mais malgré tout, je pense qu'il faut que tout le monde fasse des efforts. Quand il n'y a plus d'argent, il n'y en a plus. Voilà. Donc Jean-Michel Fouroul, il faut quand même faire des économies avec le problème qu'il y a actuellement au gouvernement. Ce sont quand même des économies qui sont nécessaires. Que proposez-vous? Et est-ce que si la droite repasse au pouvoir en 2017, il faudra revenir sur ces décisions selon vous? Il faudra surtout arrêter de taper sur les gens qui investissent, qui entreprennent, qui travaillent. Mais est-ce qu'il faudra revenir sur ces décisions? Donc il faudra recréer un climat de confiance pour que les gens réinvestissent, parce que vous savez, quand on enlève, quand moi j'enlève 2 investissements en cours, c'est moins de travail pour les entreprises. Il y en a peut-être qui vont tomber. Enfin, c'est grave. On va créer moins d'emplois. Oui, il y aura moins de recettes sociales et fiscales. Donc ça passe par l'entreprise. Il faut recréer un climat de confiance. Il faut simplifier la vie des entreprises. C'est ce qu'on fait avec la question. On a beaucoup de projets pour simplifier la vie des entreprises. C'est la poule aux œufs d'or. C'est la première unité de solidarité. C'est pas moi le maire, c'est l'entreprise qui me donne de l'argent que je redistribue. Moi, je ne suis qu'un redistributeur. Et en un mot, pour conclure, est-ce qu'il faudra revenir sur ces baisses de dotation en 2017? Il faudra revenir dessus, oui ou non? Il faudra revenir sur beaucoup de choses, sur l'organisation, par exemple, certainement du service public, bien sûr. C'est très difficile, vous savez, c'est dans 18 mois, je ne sais plus, près de 2 ans. Il y a beaucoup de discussions entre les politiques là-dessus, mais en tout cas, si on avait une croissance de 3% comme les Anglais, on n'aurait pas de chute de nos dotations. Il faut que les Français ils comprennent bien qu'ils apprennent, les Français aussi, qu'il n'y a pas de redistribution sans production de richesse. Et le fait qu'ils auraient peut-être dû comprendre un jour qu'il ne fallait pas taper comme ça sur les producteurs de richesse, on n'a que l'effet d'avoir tapé et se faire élire en France. On arrive à se faire élire en tapant sur les producteurs de richesse. Et après, on se demande pourquoi on est tous dans la mouise de voir, bien sûr, la redistribution de richesse qui bien sûr, diminue. Nous verrons donc les résultats aux prochaines élections régionales. Nous suivrons ce dossier avec attention. Merci Jean-Michel. Je ne suis pas certain que les élections régionales aient quelque chose à voir. Nous le verrons. C'est ce que nous suivrons malgré tout si, je le pense. Merci d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Et dans un instant, nous allons parler d'Alzheimer, car c'est aujourd'hui la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. En France, 900 000 personnes souffrent de cette maladie. Il y a 225 000 nouveaux cas chaque année. Plus de 2 millions de malades sont prévus à l'horizon 2020. Je vous propose de regarder ce clip réalisé par France Alzheimer juste avant de recevoir notre invité. Alzheimer, une maladie qui touche déjà 3 millions de Français. Et 25 nouvelles personnes toutes les heures. Nos aînés, nos parents, nos enfants, nous sommes tous concernés. Alors nous devons tous agir, maintenant. En aidant les personnes malades, leurs familles et la recherche. Et en soutenant l'association France Alzheimer et maladies apparentées. Et nous accueillons Jacqueline Louette avec nous en plateau. Jacqueline Louette, bonsoir. Merci d'être venue. Vous êtes responsable de l'antenne Saint-Quentin de France Alzheimer. Alors pour cette 19e édition, l'association a choisi le thème « Prévenir et aider pour mieux vivre la maladie ». Tout à fait. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus? C'est notamment un message pour les aidants? Tout à fait. Alors les aidants ont besoin d'être aidés, compris, soutenus, parce que sinon ils vont à l'épuisement. L'aidant principal est souvent le conjoint, mais il y a aussi l'enfant qui travaille. Ascendant, descendant, ça fait beaucoup à porter et il faut les aider. Et pour de temps en temps alléger le fardeau, on peut penser aussi à des séries placements
temporaire, accueil de jour. Je pense que tout ça, ce sont des mots qui sont maintenant utilisés couramment et qui ont un sens pour les familles. En tout cas, nous développons ce sens lors des groupes de parole et des formations. Alors justement, j'aimerais qu'on revienne sur les actions que vous proposez. Que se passe-t-il? Ce sont des gens qui sont en général en souffrance, qui sont confrontés à cette maladie, qui viennent vous voir. Quels conseils leur donnez-vous? Comment vous les aiguillez? Qu'est-ce qui se passe un petit peu pour eux? Tout à fait, tout à fait. Alors nous faisons de l'écoute, nous les recevons et aussi nous faisons de la formation pour les aidants familiaux de façon à ce qu'ils anticipent et qu'ils connaissent quelles seront les étapes qu'ils rencontreront. Ensuite, là, il y a 5 demi-journées de 3 heures. Donc c'est quand même un processus long pour une construction et savoir vers où on va, avec l'aide de la Caisse nationale de solidarité, une psychologue et moi-même. Donc ce groupe peut permettre d'avancer en connaissance de cause. Et ensuite, on leur redonne éventuellement une orientation vers un groupe de parole. Dans ce groupe de parole, il y a un petit groupe de 10, une dizaine de personnes, 6, 8, 10, pas plus, pour que ce soit très convivial et personnalisé, de façon à ce que ces familles soient accompagnées et que ces difficultés soient un petit peu estompées. Quelles sont les prochaines actions? Où est-ce qu'on peut vous rencontrer dans les jours peut-être à venir si on est confronté justement à cette maladie d'Alzheimer? Voilà, alors nous avons la chance d'avoir des locaux à l'IPS, qui est 3 places de la mairie à Trappes. C'est un bâtiment qui accueille les professionnels de la santé et les associations. Nous avons également des points ressources dans différents endroits de la ville nouvelle, par exemple à Cosma, Guyancourt, à Malraux, à Montigny, également à Gérondicap, voilà. Donc il y a différents endroits pour nous rencontrer. Je pense que dans toutes les municipalités, nos coordonnées sont dans les petits bouquins remis en début d'année. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui a dans son entourage un proche qui est confronté à cette maladie? Les premières étapes, les premiers réflexes peut-être à avoir quand justement on est confronté à cette situation? Alors surtout un diagnostic précoce qui permet un accompagnement de qualité de façon à ce que le malade se sente compris, aidé, que la famille n'aille pas à l'épuisement et qu'on puisse l'entourer, la guider et la réorienter vers les professionnels lorsque c'est nécessaire. Nous connaissons localement quels sont les professionnels de la santé et je pense que alors dans chaque département, il y a un responsable d'antenne qui va justement être le tissu local de cette de Et justement, à Saint-Quentin-en-Yvelines, comment fait-on pour vous contacter? Voilà, alors il y a un numéro de téléphone, 01 30 60 03 63. Voilà, il y a également un mail, jacquelinelouette.sfr.fr, et il y a également le siège social de notre association qui est à Versailles et où il y a une secrétaire à mi-temps qui peut aussi prendre le relais parce qu'en tant que bénévole de temps en temps je m'absente et puis je crois que là tout est structuré pour que nous soyons entendus. Voilà. Merci beaucoup Jacqueline Louette d'être venue sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir parlé de cette maladie d'Alzheimer. Je le rappelle, si vous voulez vous-même plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet www.francealzheimer-yvelines.org. Merci. La semaine de la mobilité continue en vue de la COP 21. La Poste des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont organisé un rallye d'éco-conduite. Un rallye pas comme les autres, car le but n'est pas d'arriver premier, mais de consommer le moins possible de carburant. Une cinquantaine de salariés et partenaires ont participé à cette course en faveur de la transition énergétique. Reportage de Fanny Bourdillon. Vendredi dernier, 27 équipages se sont élancés de la plateforme industrielle de Bois d'Arcy pour le premier rallye d'éco-conduite de l'Ouest francilien. Le but, rallier la plateforme industrielle de Villeneuve-la-Garenne en consommant le moins possible de carburant et de batterie. Une course de 40 km organisée par la Poste afin de sensibiliser leurs salariés à l'éco-conduite. Une conduite économique, économiser le maximum de carburant, une conduite légère et souple. Pas trop accélérer sur l'accélérateur et passer les vitesses entre 1500 et 2000 tours minute. Tous les facteurs du département ont reçu une formation à l'éco-conduite. Les gestes clés y sont enseignés pour adopter une conduite plus économe. L'ensemble de nos salariés est formé par notre filiale MobiGreen. Donc c'est une formation sur site avec la mise en place d'un simulateur qui fait des rappels à la fois sur le code de la route, les environnements auxquels ils peuvent être confrontés et qui leur met en place des simulations de consommation pour qu'ils puissent se rendre compte comment on agit concrètement sur la diminution de la consommation, que ce soit thermique ou électrique.
Une conduite douce qui apporte de nombreux avantages, une diminution des coûts de carburant, une conduite plus apaisée, mais surtout une réduction de l'empreinte sur l'environnement. L'objectif de la Poste est de réduire de 15% leurs émissions de CO2 d'ici 2020. Et nous continuons avec la culture. Ce week-end, vous avez certainement pu profiter des journées du patrimoine pour découvrir ou redécouvrir l'héritage yvelinois. Du côté de Versailles, le château a su ravir ses visiteurs en leur dévoilant quelques trésors comme le grand hémicycle du Congrès, les espaces parlementaires, mais aussi le potager du roi, un potager classé monument historique en 1926. Nous sommes allés le visiter à vos côtés. Regardez. Fruits et légumes rares, mais aussi plantes médicales et exotiques sont étendus sur 9 hectares au potager du roi à Versailles. Créé en 1678 sur la demande de Louis XIV, ce site historique est depuis sa création un lieu d'expérimentation. C'est devenu un exemple, une sorte de laboratoire d'essais, d'expérimentation, de transmission autour de l'horticulture, autour de la production de fruits et légumes, mais pas que. Une des particularités de ce lieu, c'est d'avoir été en production de fruits et légumes, en production horticole, depuis le XVIIe siècle, sans moment de discontinuité. Un espace dans lequel on essaye de conserver et de valoriser le savoir-faire des jardiniers. Ouvert d'avril à octobre au public, le potager du roi a organisé des visites particulières ce week-end pour les journées du patrimoine. Les journées européennes du patrimoine ont toujours une thématique donnée nationalement. Là, c'est le patrimoine du XXIe siècle, c'est le patrimoine à venir. Et c'est dans ce sens-là que nous avons voulu, avec les jardiniers, mettre en avant l'agroécologie. La programmation est riche et variée. Notez que les saveurs du potager du roi se dérouleront le week-end du 3 et 4 octobre. Cette fête du goût et du jardinage est l'occasion de découvrir les savoir-faire des jardiniers. Plus d'une centaine d'événements étaient organisés justement ce week-end. Parmi les nombreuses visites possibles, il y avait celle du fort de Saint-Cyr où est installée la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Reportage de Sephora Namani et Patrick Jacques de Dixmude. On va rentrer dans un bâtiment qui fait 4500 m², dont 3000 m² consacrés à la conservation de ces photos. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de place? Eh bien parce qu'on est l'un des plus grands centres de conservation de photos en Europe, avec 15 millions de négatifs. Et on estime à 4 millions le nombre de nos tirages photographiques. Organisée dans le cadre des Journées du patrimoine, la visite présentait le cheminement d'une photo à son arrivée sur le site et le fond très diversifié du fort de Saint-Cyr. Conditionné, documenté, restauré et numérisé pour être mis en ligne, le fond retrace toute l'histoire de la photographie de 1840 à 1990. On va avoir des fonds qui vont du coup représenter des monuments historiques et des œuvres d'art, c'est entre guillemets notre cœur de métier, mais aussi de par l'histoire de service, énormément de photographies sur la Première Guerre mondiale, et puis des photographies d'auteurs, donc des portraits, de la photographie dite plus artistique et de la photographie de cinéma aussi, des expéditions en Afrique, en Asie, même en Océanie. Plus de 3000 m² hébergent ce fonds, composé de différentes donations de photographes reconnus. Parmi elles, le fonds Nadar, acquis en 1950, qui expose un siècle de photos, de la moitié du 19e à la moitié du 20e siècle. On estime que c'est environ 250 000 plaques de verre, donc c'est négatif, qui vont de tout petit format à des formats assez importants et qui représentent toutes les célébrités auxquelles on peut penser. Donc on pense à Baudelaire, à Manet, à Courbet, à Victor Hugo. Prochaine acquisition prévue par le fort de Saint-Cyr, la donation du fonds de Willy Ronis. Et nous retrouvons notre chronique culturelle du lundi avec Sephora Namani. Bonsoir Sephora. Bonsoir Florane. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'œuvre de Léo Cooper. Léo Cooper qui fait l'objet d'une exposition à l'espace Noiret aux Clés-sous-Bois jusqu'au 16 octobre. Certaines des illustrations de Léo Cooper ont fait le tour du monde et pourtant ce nom reste assez méconnu. Léo Cooper, c'est l'illustrateur des films de Charlie Chaplin, c'est ça? Exactement. Petit déjà, Léo Cooper rêvait de devenir un célèbre affichiste à l'image de Paul Colin, qui était un illustrateur l'un des plus influents du XXe siècle. Et c'est à l'âge de 20 ans qu'il rejoint l'atelier du célèbre affichiste Hervé Morvan qui le forme et en fera par la suite son assistant. Et c'est à ce moment-là que Léo
Cooper est devenu l'affichiste des films de Charlie Chaplin. Alors pour l'anecdote, Léo Cooper travaille donc comme assistant chez Hervé Morvan. Et à l'origine, c'est à Hervé Morvan qu'on demande un projet d'illustration pour l'affiche du film Les Temps modernes de Chaplin, qui allait ressortir en salle. L'idée de mettre en concurrence 3 affichistes chevronnés, dont Hervé Morvan. Mais celui-ci, déjà pris par d'autres affiches, vous direz certains, ou un peu vexé d'être mis en concurrence, vous direz d'autres, envoie son assistant à sa place pour participer à la compétition. Et c'est le projet de Léo Cooper qui est retenu et qui en fera le célèbre affichiste qu'on connaît aujourd'hui. Et vous avez eu la chance de le rencontrer lors du vernissage de l'exposition, Sephora. Tout à fait. J'ai cherché à savoir de quoi il s'inspirait pour créer une affiche. Alors on pourrait s'attendre à ce qu'il cherche à représenter une scène importante du film, et pas du tout. Il nous explique lui-même comment il procède. Dans Le Dictateur, si vous avez vu le film, Charlot, il fait un petit coiffeur. Donc il n'y a pas... Il fait à la fois un petit coiffeur et il fait aussi le dictateur. Et là, donc, ça m'a donné l'idée du Charlot qui coupe la mèche de Chaplin. Une affiche, c'est l'immédiateté. L'idée de la mèche n'est pas du tout dans le film. Et j'étais très surpris que Chaplin l'ait accepté. Il a compris qu'il y avait une idée d'affiche et qu'une affiche ne doit pas forcément représenter le film. Et pour qu'une affiche soit réussie, pas question de couleur, ni règles majeures ou géométrie particulière, c'est une question d'évidence. L'affiche s'imprime sur du papier, mais elle doit s'imprimer dans la mémoire. Une affiche doit être surprenante, elle doit être simple, elle doit s'imposer comme une évidence. Vous comprenez ? Il doit y avoir que l'essentiel. C'est pourquoi j'ai inventé un mot, le mot évidentiel pour l'affiche. Parce que c'est dans le mot évidentiel, il y a la vie, il y a la danse et il y a le ciel. L'affiche de Carmen, pour moi, c'est une de mes bonnes affiches. Parce que justement, elle était évidentielle. Alors on a retenu dans l'œuvre de Léo Cooper ses illustrations des films de Charlie Chaplin, notamment Le Dictateur, La Ruée vers l'or, Les Lumières de la ville ou encore Le Kid. Mais Léo Cooper, c'est également l'affiche du film Emmanuel, film scandaleux pour l'époque, qui lui a valu le premier prix de l'affiche au Festival de Cannes en 1974. Eh bien, merci Sephora. Léo Cooper est toujours en activité. Nous, on vous retrouve mercredi à 18h30 pour un nouveau numéro de kiosque. Et nous restons sur la culture et le patrimoine avec le château de Versailles. Les tags antisémites de Dirty Corner, l'œuvre polémique d'Anish Kapoor exposée au jardin de Versailles, ont été masqués samedi soir après une décision de justice. Le juge a tranché et le dispositif de sécurité a été renforcé autour de l'œuvre à présent. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le 7-8 Sport présenté par Mickaël Elmidoro. Pour ma part, je vous retrouve demain en direct à 18h pour un nouveau numéro du journal. Je vous souhaite une très bonne soirée.